Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, inauguration ce samedi du lycée de Kassa. L'établissement est construit à l'image d'une école moderne et comprend toutes les commodités. C'est le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation qui a présidé la cérémonie. Les travaux du 5e séminaire régional de l'International francophone du dialogue social ont pris fin à Conakry. Cette rencontre intervient après quelques années d'interruption à cause du Covid-19. Les États membres ont adopté plusieurs résolutions. Aussi dans ce journal, il sera question des travaux de finition de la route Somphonia-Kagbini. Le chantier avait pris du retard, mais là, toutes les dispositions sont prises par les autorités pour la fin des travaux. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG. À la une de l'actualité ce soir, des cadres nommés récemment à des postes de responsabilité dans l'administration guinéenne ont prêté serment vendredi au palais Mohamed V. C'est le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a présidé cette cérémonie en présence de certains membres du gouvernement. Reportage adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Il s'agit de 97 cadres investis de la confiance du président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Nommés à des postes de responsabilité, ils ont prêté serment ce vendredi au palais présidentiel Roi Mohamed V. Venus de plusieurs départements ministériels, ces promus ont juré de respecter leur acte d'engagement sur l'honneur et d'œuvrer en toute responsabilité pour réussir leurs missions respectives. C'est le président de la République, chef suprême des armées, qui a présidé cette cérémonie de prestation de serment. Antoine Akoy Sovogui, que dans mes fonctions de président du conseil d'administration de l'Office national pour la formation et le perfectionnement professionnel, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur à accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. J'œuvrerai toujours dans mes prises de décision à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l'État et le président du CNRD, président de la transition, je souscris librement à cet engagement et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président du CNRD. Je le jure. Manjou Djoubaté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près de la République du Sénégal, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Bari Idiatou, directrice préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Bofa, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, médecin colonel Kabine Traoré, directeur général adjoint de l'hôpital national d'Onka, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général de brigade Amara Kamara, du ministre directeur du cabinet de la présidence Giba Diakité, des ministres sectoriels et d'autres cadres des départements ministériels, le chef de l'État a mandaté le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de s'adresser à ces cadres promus. Au nom du président colonel Mamadi Doumbouya, le ministre Mamadou Pete Diallo leur a prodigué d'utiles et sages conseils avant de formuler les prières et bénédictions
pour la Guinée et les Guinéens. L'acte d'engagement solennel que vous venez de lire, l'engagement solennel que vous venez de prendre ne sont pas que des déclarations d'intention. C'est plutôt des actes de foi. La foi que vous allez désormais vous investir dans l'œuvre de refondation de notre pays. La foi que vous allez, dans vos postes respectifs, servir notre pays avec patriotisme, avec abnégation, avec dignité et avec loyauté. La foi que dans l'exercice de vos fonctions respectives, vous allez agir comme rôle modèle, comme repère et comme personne morale et physique auxquelles nos compatriotes peuvent s'identifier. La foi aussi que vous allez dans l'exercice de vos fonctions traiter tous nos compatriotes avec dignité, avec considération, avec respect tel que prescrit par notre Constitution. La foi enfin que vous allez toujours continuer de croire en notre pays, à croire à la capacité de ses fils et des filles de le changer et de le changer en bien. La foi à notre patriotisme, la foi à l'africanité et au panafricanisme de notre nation. Désormais, vos seuls témoins, après avoir prêté serment, c'est Dieu, le peuple de Guinée et votre conscience. Travaillez en toute sérénité, servez notre pays, nul n'a le monopole du patriotisme. Chacun de nous peut servir son pays là où il est. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse, que la miséricorde vous inspire et que Dieu bénisse la Guinée. Composé d'ambassadeurs, de conseillers, d'inspecteurs généraux, de directeurs et de chefs de cabinet des gouvernorats, ainsi que des membres du conseil d'administration, des directeurs généraux et préfectoraux, ce groupe de cadres promus comprend une vingtaine de femmes. En plus de leur engagement à servir la nation, ces dames sont fières du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui fait de l'émancipation et de la promotion des femmes une des priorités présidentielles. Je me suis engagé devant Dieu et les hommes pour servir la nation guinéenne dans le cadre du développement durable. En tant que femme, j'ai un défi à relever au nom des femmes de la Guinée. Et s'il plaît à Allah, nous ne ménagerons aucun effort, nous les femmes, pour porter haut le drapeau de la Guinée. Aujourd'hui, les motivations sont très profondes, dans le sens où on est dans un renouveau en Guinée, on est dans une période de refondation. C'est une fierté parce qu'au jour de nos jours, on voit beaucoup plus de femmes impliquées dans la dynamique de refondation apportée par le colonel Mamadi Doumbouya. Et les femmes sont dans cet esprit et nous savons tous que la femme à la gestion apporte beaucoup plus que les hommes. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi de constater que y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui qu'avant. Et on espère avoir encore beaucoup plus parce que c'est vrai qu'il y a des femmes, mais pas au même niveau que les hommes. Requinqué par l'élan de développement amorcé par le chef de l'État, chef suprême des armées, dans sa mission de refondation de l'État, ces cadres comptent jouer leur partition dans les règles de l'art pour une transition réussie et apaisée au bénéfice des filles et fils de Guinée. Dans le registre de l'autonomisation féminine, des actions se développent pour encourager les femmes à se lancer dans la création d'entreprises. C'est pourquoi Cancan vient d'abriter une rencontre nationale pour donner envie d'entreprendre à la couche féminine. Le projet d'autonomisation des femmes à travers la transformation agroalimentaire rencontre les passionnés à Nabaya. Djamoukaba. De plus en plus de femmes osent aujourd'hui se lancer dans l'entrepreneuriat. En milieu rural, ce potentiel est encore sous-exploité. À Cancan, le projet d'autonomisation des femmes à travers la transformation agroalimentaire dévoile ses ambitions pour créer des opportunités économiques en faveur de la couche féminine. Cahiers de notes en main, ils sont membres de 40 groupements venus de tout le pays face à leur formatrice du jour. Les rubriques indispensables de l'entrepreneuriat féminin en zone rurale sont projetées pour traiter toutes les questions clés de l'autonomisation et du leadership économique des femmes
pour les aider à surmonter les obstacles auxquels elles font face. Après la salle, des exercices pratiques pour obtenir des plateformes de transformation. Une volonté politique encouragée par la BADEA à travers le ministère du Plan. Le projet est mis en œuvre par l'Association guinéenne pour l'allègement des charges féminines. Son ambition, encourager les femmes à se lancer dans la création d'entreprises. La vulgarisation de la politique nationale de l'industrie. La première étape, les régions de Zérékouré et Farana. C'est une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME à travers la Direction nationale de l'industrie. Objectif, expliquer aux acteurs économiques les avantages liés à cette nouvelle politique afin de booster le potentiel industriel de la Guinée. RTG Farana, Ibrahima Oulen Fofana, Silati Kourouma. Tout a commencé ici en Zérékouré avec la rencontre des autorités et des services concernés du ministère du Commerce et la société civile. À travers cette projection, le représentant du directeur national de l'industrie a expliqué le contenu de la politique nationale du développement industriel. L'objectif, c'est vulgariser le contenu du document de politique nationale industrielle qui a été élaboré sur l'initiative du CNRD à travers notre ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME. Faire connaître par toutes les parties prenantes qui se trouvent à l'intérieur de ce pays le contenu de ce document, qui est un document stratégique, qui est un document d'orientation. Parce que quand vous avez faim et votre papa vous donne le plat que vous désirez, vous ne pouvez que frotter la main. Donc, nous promettons, toutes les industries de la Guinée forestière, que nous allons vulgariser cet outil que nous rentrons en possession à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on avait besoin de ça. Même exercice du côté des Farana, où les acteurs impliqués dans ce processus se sont donné rendez-vous à la Maison des Chines. La politique nationale du développement industriel était au centre des débats. Nous avons 150 hectares à Farana pour le projet industriel. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. Si vous remarquez à travers le pays, voilà, là où les industries commencent à s'installer, il y a l'engouement, il y a l'emploi, ça absorbe un bon nombre de nos jeunes. Voilà, et si vous remarquez dans ces zones, aujourd'hui, le chômage commence à être vraiment dans l'oubliette ou dans le souvenir. Le directeur national adjoint de l'industrie a tout de même invité les acteurs de l'industrie et du commerce à la maîtrise de l'orientation générale de la politique nationale du développement, gage de la performance des secteurs de production dans notre pays. Éducation, et c'est un ouf de soulagement pour les habitants de Kassa. 24 heures seulement après l'inauguration du collège Madina, le ministre Guillaume Awing et son homologue du Mali ont aussi inauguré ce samedi le lycée de Kassa. L'édifice comprend plusieurs salles de classe, des latrines et un bloc administratif. Les insulaires ont exprimé toute leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour cette promesse tenue. Abdelaziz Baldé, de retour des îles de l'Os. Attendu depuis des lustres par les insulaires, la sous-préfecture de Kassa accueille son tout nouveau lycée. Une première dans l'histoire de cette grande localité de l'archipel des îles de l'Os. Ce samedi, accompagné de ses hôtes venus du Mali et du Burkina Faso, le ministre Guillaume Awinga coupe le cordon inaugural de ce lycée de 9 salles de classe. Une infrastructure qui est sortie de terre pour le plus grand bonheur des habitants des îles de l'Os. Comment ça se passait avant? Les enfants étaient obligés de braver la mer, de prendre les pirogues, traverser la mer, quand on peut imaginer risques liés à cette traversée pour aller faire le collège ou le lycée à Conakry. Et le soir, rentrer. On sait ce que cela a causé ici en République de Guinée, sous l'instruction du président de la République, le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes venus inaugurer, c'était une promesse
Nous leur avons dit que nous allons tout faire pour mettre ici un lycée, pour empêcher les enfants de Kassa à traverser la mer pour partir forcément étudier à Conakry. Outre la réalisation de ces 9 salles de classe et 8 latrines, un espace de jeu multidisciplinaire est aussi en cours de construction. Aujourd'hui, son entretien est plus qu'un sacerdoce. Quand on débrousse des millions, voire des milliards pour construire des infrastructures scolaires, je crois qu'il revient, nous, de l'éducation, de les entretenir en bon état pour que ces bâtiments résistent dans le temps. Il faut chercher à concrétiser ce que le ministre a dit et essayer d'entretenir. Entretenir dans les conditions normales, entretenir pour que les enfants étudient dans un environnement sain, dans un cadre sain. Donc c'est cette promesse que nous avons tenue et cette promesse sera réalisée. Le lycée sera bien entretenu pour l'intérêt exclusif des enfants. Ce lycée de Kassa est aussi réalisé grâce à un financement du BND, le budget national de développement. L'une des feuilles de route du ministère de l'enseignement préuniversitaire est de doter des écoles publiques des infrastructures modernes pour la qualification de l'apprentissage. Rappelez donc que l'école de Kassa et celle de Hadja Mafouri Bangoura de la SIG Madina ont été toutes financées par le BND, budget national de développement. Du côté de l'enseignement technique à Bouquet, le CFP vient d'être équipé pour lier la théorie à la pratique dans la filière engin lourd. Justement, les formateurs de ce centre viennent de boucler une formation sur l'utilisation des équipements fraîchement installés. L'Agence française de développement accompagne cette initiative du département visant à moderniser les écoles professionnelles. Tiernos Mandialo à Marako Bassouma. Alors que les chantiers de construction et de rénovation évoluent à l'enseignement technique, un vaste programme d'équipement des écoles et centres de formation professionnelle est en cours. Au CFP de Bouquet, de nouveaux équipements ont été installés pour assurer la pratique dans l'apprentissage. Mais avant, les formateurs en mécanique engin lourd ont pu découvrir durant un mois le fonctionnement des appareils. Il faut à la fois revoir les programmes de formation, les adapter aux besoins du marché de l'emploi, mais aussi et surtout former pédagogiquement les acteurs devant utiliser ces programmes et faire aussi une formation technique pour ces formateurs sur les équipements qui sont introduits. Donc la formation ou la clôture d'aujourd'hui que nous sommes en train d'assurer est basée sur la formation des formateurs et sur les équipements fournis, les équipements techniques. La formation, ça s'est bien passé. Nous avons fait beaucoup de cours, surtout en pratique. Comme vous l'avez si bien regardé, on est dans l'atelier. Ce programme d'équipement des écoles professionnelles du ministère de l'enseignement technique s'inscrit dans le cadre du PAFISAM, le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers sous financement de l'AFD. Tout le monde est satisfait de cette formation. Nous avons fait le tour de tous les ateliers disponibles avec des nouveaux appareils et ils nous ont montré que les appareils qui sont ici, tous fonctionnent. Nous avons dit le plus important pour nous, c'est de venir trouver les apprenants en train de pratiquer ce que nous avons vu avec les formateurs. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a placé cette année scolaire dans les écoles professionnelles sous le signe de la pratique. Plusieurs écoles techniques du pays ont été ainsi équipées pour réussir cette mission. Dans l'actualité encore, la semaine de l'intégration africaine SIA se tiendra le 23 octobre prochain à Conakry. Pour être donc plus complet sur ce sujet, je reçois sur ce plateau Dr Safietou Diallo, fondatrice et présidente du conseil d'administration du Centre d'innovation et de recherche pour le développement CIRD. Bonsoir Dr Safietou, merci d'être là. Bonsoir madame, merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Alors pour commencer, dites-nous quels sont les objectifs que vous recherchez dans l'organisation de cet événement et quel message voulez-vous faire passer exactement? Alors, les objectifs sont très nombreux dans cet événement. Le premier, c'est de fêter un anniversaire. L'organisation de l'unité africaine a eu 60 ans. Donc c'est important de fêter cet anniversaire-là pour voir ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Le deuxième objectif, c'est d'informer les élèves, les étudiants
sur l'histoire de l'intégration africaine, sur les acteurs de cette intégration, sur les atouts de cette intégration, les défis et les enjeux. Et surtout en mettant un accent particulier sur le rôle que la Guinée a joué dans la mise en place de cette institution et dans le fonctionnement de cette institution. Notre objectif, c'est de réunir à Conakry pendant plusieurs jours des chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique, de l'Europe et d'Asie aussi, puisqu'il y a même des communicants qui viennent d'Asie, pendant une semaine, pour que ces personnes-là partagent les connaissances déjà produites avec les chercheurs guinéens. Le dernier objectif, c'est de parler d'intégration à des personnes peut-être qui ne sont pas allées à l'école française, de leur faire comprendre qu'ils font de l'intégration, de leur expliquer ce que c'est l'intégration. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons mis en place un système de langue nationale. On ne va pas traduire toute la semaine en langue nationale, mais nous avons traduit certains visuels déjà en langue nationale pour permettre aux citoyens lambda pendant cette semaine de comprendre ce que c'est l'intégration. Parce que l'intégration, ça se fait de savoir quels sont les atouts, quels sont les inconvénients si on ne fait pas l'intégration. Alors l'événement, c'est sur une semaine, d'ailleurs, comme il s'intitule. Quelle va être la suite concrètement ? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un partage d'expérience, un partage de connaissances. La suite de cette semaine-là, c'est d'abord publier les actes du colloque. On va publier des articles qui auront été, les thèmes qui auront été développés pendant toute cette semaine-là, on va les publier. Et puis, puisque nous n'avons pas eu la possibilité, vu l'engouement, de prendre tous les chercheurs qui ont postulé, et on décide à partir de là de faire une semaine d'échange à chaque fois à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'OUA le 25 mai. Donc c'est un peu ça, c'est de ne pas s'arrêter à mi-chemin, parce que c'est un travail qui est abattu, c'est grandiose ce qui a été fait, et depuis une année nous sommes là-dessus. Alors, la semaine de l'intégration africaine, ça sera où et quel sera le déroulement? Alors, le déroulement, c'est des conférences dans des universités, parce que nous avons voulu aller vers les universités et nous ne pouvions pas mettre toutes ces universités dans une salle. D'ailleurs, on a invité les universités de l'intérieur. C'est une personne qu'on va nous envoyer par université ou deux personnes. C'est pour cela que nous avons mis un lien Zoom en place pour permettre aux étudiants de ces universités-là de suivre, puisque c'est des vrais cours, hein. Il y a une portée didactique dans cette semaine-là, dans ce colloque-là. Donc, ils pourront suivre. Et là, la première conférence se tiendra le 23, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la cérémonie inaugurale aussi, c'est à l'université Kofi Annan. La deuxième conférence se tiendra à l'université de Nongo Conakry. La troisième conférence se tiendra à l'université de Conakry. Et puis il y aura le colloque qui va poursuivre. Et là, on aura une trentaine de communications à l'université de Sonfonia pendant ces 2 jours-là, pour parler de l'intégration africaine. Alors on va aller avec cette dernière question. Dites-nous, est-ce que les autorités vous accompagnent? Alors, ça c'est une question qu'on me pose souvent et qu'il est un peu difficile à répondre. Oui, les autorités nous accompagnent, on les invite parce que vous savez, on va beau vouloir faire de l'intégration, parce qu'on souhaiterait aller vers l'intégration des peuples que l'intégration simplement des États. Bien sûr qu'on va essayer à partir du bas, c'est pour cela qu'on a mis en place cette communication en langue nationale. Mais comme vous le savez, il est difficile pour le peuple d'aller rapidement si la volonté politique ne suit pas. Et vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et certainement en Afrique encore plus, il est important que les politiques s'engagent. C'est pour cela que nous avons informé les politiques, nous les avons invités et nous leur avons laissé de la place, nous leur donnons une place dans cette communication-là, parce que chaque fois on nous dit est-ce qu'ils sont là? En tout cas, ils sont invités, il y a des ministres qui vont venir tout au long de cette semaine-là, et puis il y a aussi le Conseil national de la transition. Donc nous appelons les politiques, mais c'est dans la réalisation des résolutions qui vont sortir de cette semaine-là. Avant donc de se quitter, est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Eh bien, c'est que les étudiants puissent
comprendre que c'est important. Ce n'est pas un événement que nous faisons là, c'est vraiment des cours qui vont se donner, c'est des communications qui sont pensées par des chercheurs venant du monde entier. Conakry, la Guinée va fêter l'Afrique, va fêter l'intégration africaine, va fêter le monde, et nous allons réunir des intellectuels de tous bords pour parler de plusieurs sujets. Il y a des historiens, des sociologues, des anthropologues, des linguistes et autres. Et donc c'est important de suivre. Le lien Zoom est sur le site du CIRD, sur la page Facebook aussi. C'est important de suivre pour comprendre ce qui se passe, parce qu'il est difficile de choisir si on ne sait pas, et d'où notre objectif c'est d'informer et même former les étudiants, puisque ce sont eux la relève de demain. Donc ce n'est pas qu'un événement qui va se passer là à Conakry et puis on n'en parle plus. Non, on va continuer, on va mettre en place des groupes de réflexion pour aller vers une intégration effective. Eh bien, c'est en tout cas notre souhait. Merci donc, Dr Safiatou Diallo. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente du conseil d'administration du Centre d'innovation et de recherche pour le développement CIRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Je vous le disais donc, dans les titres, la Guinée a abrité le 5e séminaire régional de l'international francophone du dialogue social. Cette rencontre de haut niveau qui a réuni 17 des 19 États membres marque un tournant décisif dans la vie de cette organisation. De fortes résolutions ont été prises dans le but de redynamiser davantage les actions de cette organisation. Mamadi Terna Kamisoko revient sur les moments forts de la cérémonie de clôture. Conakry, un tournant décisif désormais dans la vie de l'international francophone du dialogue social. Les travaux du séminaire de Conakry qui viennent de prendre fin ont permis de repositionner le champ d'intervention de l'organisation en prenant en compte les préoccupations des 19 États membres. Pour aller vite dans les actions, un groupe de travail est mis en place avec pour rôle de faire une révision générale des textes fondateurs de l'IFDS. Nous sommes arrivés à des conclusions extrêmement importantes. Il y a un suivi de ces recommandations qui va être opéré, notamment par le groupe de travail que nous avons mis en place pour révisiter les statuts et le règlement intérieur de l'international francophone du dialogue social. Le BIT, comme vous le savez, reste à votre disposition. Nous sommes là pour vous aider, pour vous appuyer dans vos politiques du travail, vos politiques de l'emploi, et dans mon cas, ça sera surtout dans les politiques salariales. Après la pandémie du Covid-19, la Guinée a réussi l'exploit de mobiliser sur son sol 17 des 19 pays membres de l'IFDS. Une rencontre qui marque également la fin du mandat de Mme Innocence Ntapndiaye, première présidente de l'organisation depuis 2017. Aujourd'hui, sous le coup de l'émotion, elle plaide pour la pérennisation de ses œuvres. Je rends grâce à Dieu parce que la Guinée, eh bien, c'est la Guinée. On n'oubliera pas la Guinée en quittant cette terre africaine. Aujourd'hui, nous devons travailler à pérenniser cette organisation. L'autre recommandation de ce 5e séminaire est l'idée d'élever les organes du dialogue social en des institutions constitutionnelles en vue de leur donner plus de responsabilités dans la promotion de la paix en milieu du travail. Il faudrait qu'on puisse faire en sorte dans nos pays qu'on harmonise les statuts de nos institutions en charge du dialogue social. Dans nos constitutions, on a créé des conseils économiques et sociaux et même environnementaux. On a créé des hautes autorités en charge de la communication et d'autres institutions. Mais quand on parle d'économie, quand on parle de préserver l'environnement, c'est parce qu'il y a la paix. Pour nous, il faut commencer par consolider la paix sociale. Ces 4 jours de discussion ont été l'occasion d'aborder les enjeux et défis du dialogue social dans les différents États. Avec les résultats obtenus, tout porte à croire que le rendez-vous de Conakry vient de redonner un nouveau souffle à l'international francophone du dialogue social.
Classé par la Banque mondiale en 2 années consécutives comme le premier port en Afrique de l'Ouest et le 8e en Afrique, les performances du port de Conakry sont présentées au grand public. Une célébration des performances suivie de la réception de nouveaux équipements. Ces investissements vont aider la plateforme portuaire de Conakry à mieux se positionner pour capter le trafic des pays voisins sans littoral comme la République du Mali. Fodé Camara. Dans un contexte de logistique portuaire et transport international très concurrentiel, la République de Guinée a de nombreux avantages compétitifs. Pour mieux profiter de toutes ces opportunités économiques, le gouvernement guinéen et ses partenaires célèbrent les performances portuaires. Des performances enregistrées grâce aux travaux d'extension et de modernisation du terminal à conteneurs et du terminal conventionnel. La lettre de mission gouvernementale assignée au département des transports dans sa composante du sous-secteur maritime et portuaire consiste à faire du port de Conakry un pôle économique attractif et compétitif au service de l'économie guinéenne. En effet, durant 2 années consécutives, 2022-2023, le groupe de la Banque mondiale a bien désigné le port de Conakry comme étant le port de la sous-région ouest-africaine, le port plus performant. Cette performance exceptionnelle dénote de la pluralité des réformes structurelles mises en œuvre dans ce sous-secteur sous le leadership du président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Principale plateforme logistique, le port vient d'acquérir de nouveaux équipements de facilitation des opérations de traitement des marchandises, notamment des portiques de quai, des grues et remorqueurs. Cette acquisition d'équipements vient s'ajouter à un long staplet d'investissements réalisés au cours des dernières années par le groupe Al-Bayrak. Il s'agit entre autres de l'acquisition des 6 grues mobiles ultra-modernes téléguidables à distance, opérables en tandem pour augmenter la cadence de déchargement des navires et afin d'approvisionner rapidement le marché. L'aspect le plus visible pour nous, c'est l'arrivée du 3e portique de quai au terminal à conteneurs. C'est une réalisation majeure dans l'infrastructure portuaire de la Guinée et qui va augmenter, qui augmente déjà notre capacité de traitement des marchandises et des navires de 50%. Des investissements qui marquent aussi la volonté des autorités de capter le trafic des pays voisins n'ayant pas accès à la mer, comme le Mali et le Burkina Faso. Au nom du directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, cette cérémonie est un témoignage de l'engagement contenu du port envers l'amélioration de ses opérations et de son rôle crucial dans le commerce régional. Au regard du rôle dévolu au Conseil malien des chargeurs CMC et relatif à sa contribution à la réduction du coût des fret issu du commerce extérieur malien, c'est avec un grand plaisir que nous avons accepté l'invitation du port de Conakry à travers sa représentation au Mali. Par rapport à la réduction du coût de fret, à titre illustratif, sur le terminal conventionnel, les navires de 35 à 40 000 tonnes qui prenaient jusqu'à 40 jours de déchargement sont déchargés aujourd'hui en moins de 15 jours. Une réduction du temps d'escale, fruit de la nouvelle politique de management portuaire imposée par les autorités de la transition. La réussite du port autonome, c'était vraiment reconnaître les partenaires. Et ça va du plus haut au plus petit. Quand je dis plus haut, c'est que notre président de la République, dans sa lancée la transition, a contribué dans ce succès-là. Il a instauré le H24. Le H24, c'est quoi? On a réussi à faire que le port fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les niveaux. C'est-à-dire vous avez un conteneur, peu importe l'heure ou le jour, vous pouvez sortir votre conteneur. Ça a joué un grand rôle. Reconnues à l'international, ces performances portuaires sont susceptibles d'augmenter les recettes de l'État et de réduire les surestaries et autres tracasseries afin de faire du port de Conakry une plaque tournante
du trafic maritime sous-régional. Les travaux publics avec la finition de la route Symphonia-Kabylie. Les travaux sont relancés. Le chantier qui a démarré en 2014 avait enregistré du retard pour diverses raisons. Le gouvernement achève les travaux et poursuit l'autoroute en 2 fois 2 voies jusqu'à Kouria pour 26 km. Aboubakar Junior Camara, reportage. Sur le flanc de cette montagne qui entoure la préfecture de Koya, une route de 26 km se réalise avec un nouveau tracé malgré le relief très accidenté. C'est la suite de la route Le Prince qui doit sortir sur Kouria, une initiative du gouvernement de la transition. 3 entreprises nationales travaillent d'arrache-pied pour le respect des délais contractuels et le cahier des charges. C'est une route qui a un linéaire de 8970 mètres. On est à peu près à 80%. Actuellement, sur une bonne partie sur la couche de base, où il y a eu quelques dégradations que l'on doit réparer. Les causes de retard, c'est des facteurs financiers et de sécurité à cause des mouvements politiques et syndicaux qui sont passés sur l'axe. Si vous avez constaté, même la dernière fois, tout notre matériel a été vandalisé à la T8. Donc c'est des choses comme ça qui ont fait que ça a retardé. Jusqu'en 2014, la route Le Prince s'arrêtait à Symphonia Gare 1. 9 ans après le lancement de ces travaux, le gouvernement décide d'achever ce chantier avec la mise en place de la couche de roulement. Un projet entièrement financé par le budget national de développement. Vous avez en fait une 2 fois 2 voies, plus des voies latérales, avec les caniveaux bien évidemment qui sont en fait de part et d'autre des voies de circulation. Le relief très accidenté qui rend en fait justement ce projet en fait très intéressant parce que outre le fait que Guicopress adore relever les défis, c'est vrai que nous en fait on apprécie énormément ce terrain-là parce que nous avons à peu près 1 400 000 mètres cubes de terrain en déblai à évacuer. Et c'est un très très beau projet, un très très grand chantier. Ce que je peux dire aujourd'hui, on doit remercier le colonel Mamadi Doumbouya. Vous-même, vous voyez la route là. Depuis l'indépendance, en 1958, la route là est promise, mais c'est Mamadi Doumbouya qui a réalisé cette route. Et tout le monde voit. Et nous aussi, on est très contents aujourd'hui. Les transversales 12 et 13 sont aussi prises en compte dans ce projet d'envergure, ce qui fait un total de près de 30 km en 2 fois 2 voies. Guicopress, BGEC et Guy Teresa sont sommés d'accélérer ces projets selon le délai inscrit dans le cahier des charges. Un nouveau projet pour faciliter la mise en œuvre du parc national du Moyen-Bafing. Il s'agit du projet Femmes Pro Forêt. Il sera consacré à la réalisation des activités génératrices de revenus pour les femmes du Moyen-Bafing. À coût de réalisation, plus de 16 millions de dollars. Ousmane Ba pour plus de précisions. Une nouvelle approche pour redynamiser la mise en œuvre du parc national du Moyen-Bafing. Il s'agit du projet Femmes Pro Forêt financé par Affaires mondiales Canada en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Un projet qui consacre l'entrepreneuriat femme dans la zone du Moyen-Bafing en tenant compte des préoccupations essentielles de cette couche vulnérable. Ici, les parties prenantes s'en approprient le contenu. Le projet qui s'adresse essentiellement aux femmes de plus de 35 ans et aux jeunes femmes de moins de 35 ans et leurs familles dans le parc du Moyen-Bafing, justement permettra justement d'accompagner ces femmes-là à pouvoir s'adapter au changement climatique avec l'accompagnement de l'ensemble des structures du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec le ministère de la Femme, l'Enfant et de la Famille, qui vont aussi accompagner à travers d'autres structures le ministère de l'Agriculture, parce qu'une des composantes importantes aussi, c'est aussi le secteur agricole et toutes les questions liées à la production vivrière dans la zone. La mise en œuvre de ce projet permettra aux acteurs d'actualiser certaines stratégies et activités à réaliser. En son sein, 4 composantes, à savoir l'aspect genre, la biodiversité, les changements climatiques et l'entrepreneuriat vert. Nous avons voulu qu'il y ait cet atelier qui va favoriser l'appropriation des acteurs locaux sur le concept du projet, sur les approches du projet et sur la vision du projet. Et cette appropriation va aller dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire que l'atelier va être l'opportunité pour les Guinéens d'exprimer les préoccupations du contexte et d'actualiser
disons, un certain nombre d'activités que le projet doit prendre en compte. Le parc du Moyen Bafing est centré sur un objectif de conservation et de protection de la plus importante population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest, à savoir plus de 5000 primates. Le coût du projet s'élève à plus de 16 millions de dollars et sera exécuté jusqu'en décembre 2025. À présent, le condensé de l'actualité internationale et c'est avec Tierno Maroufba. Suivez. En Égypte, des dizaines de milliers de personnes manifestent pour la cause palestinienne. Ces manifestants se sont donné rendez-vous dans plusieurs villes, notamment sur la place Tahrir au Caire. L'Égypte, qui partage une frontière avec la bande de Gaza, sera le point de passage pour acheminer l'aide humanitaire qui est attendue par les habitants de la bande de Gaza. Il est 10h ce matin à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Le premier convoi humanitaire arrive à la frontière. Les habitants assiégés reçoivent entre autres 60 000 tonnes de produits alimentaires d'urgence. De l'autre côté de la frontière, 175 camions patientent encore pour livrer leurs cargaisons. À peine les camions passés, le passage est refermé. Il est praticable que dans un sens, en témoignent ces binationaux. Depuis plusieurs jours, ils sont des dizaines à patienter dans l'espoir de regagner l'Égypte. Le ministre de la Justice belge prend ses responsabilités. Après l'attentat de Bruxelles, le ministre a démissionné ce vendredi. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué avoir appris que la Tunisie avait réclamé le 15 août 2022 l'extradition de l'auteur de l'attentat dans la capitale belge qui a fait 2 morts. La demande n'a pas été examinée par le parquet de Bruxelles qui en a été destinataire 2 semaines plus tard. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Bonne suite de programmes sur nos antennes.